Bonjour et bienvenue à l'Autojournal pour notre rendez-vous avec les décideurs de l'auto. Dans cette émission, nous souhaitons accueillir et donner la parole à des dirigeants de l'écosystème automobile au sens large pour qu'ils nous expliquent de l'intérieur les enjeux et les défis du moment. Dans ce cadre, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le directeur du développement de DriveEco. Bonjour Louis-Nicolas Amédée-Madesme. Bonjour. Et avant toute chose, DriveEco, c'est un nom qui ne résonne pas réellement à l'oreille des Français. C'est une entreprise qui est peu ou pas connue du grand public. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes, nous expliquer un tout petit peu quelle est la réalité de cette entreprise et ses missions? Très bonne question, merci beaucoup. Donc DriveEco, déjà, c'est une entreprise française qui fabrique, installe et maintient des bornes de recharge pour véhicules électriques. Notre mission, c'est de rendre la recharge électrique accessible à tous en proposant une expérience de recharge simple, des bornes de recharge qui sont fiables et une énergie renouvelable. Vu votre question, vous ne le savez peut-être pas, DriveEco, on n'est pas tout petit. On est plutôt un gros acteur, on est environ 150 personnes, donc on fait partie des 10 plus gros acteurs dans l'industrie en France actuellement. On gère aussi l'un des réseaux de recharge les plus larges en France, avec 10 000 bornes sur toute la France. On est aussi un acteur français historique, actif depuis 2010, avec les premières bornes accessibles au public depuis 2016. Les conducteurs français ne le savent peut-être pas, mais ils peuvent déjà nous voir et nous trouver sur les parkings, par exemple, des Carrefour Market, car nous développons en partenariat avec Carrefour des stations de marque Carrefour Énergie par DriveEco sur tous les Carrefour Market de France. On est aussi sur des parkings de grandes enseignes comme Leroy Merlin. On est aussi sur beaucoup de parkings de concessions automobiles tels que Volvo, Jaguar, Hyundai, Nissan, etc. Historiquement, nous voulions être discrets. Maintenant, on veut être visible. Vous allez bien entendre beaucoup parler de nous. Vous allez voir beaucoup de stations DriveEco avec la marque DriveEco, avec les couleurs DriveEco apparaître sur le domaine public. Vous allez entendre parler de nous. Alors déjà, moi j'ai entendu parler de vous parce que vous avez initié une enquête avec Harris, une enquête qui moi m'a beaucoup intéressé sur les utilisateurs de voitures électriques. Alors bien sûr c'est votre univers, mais pourquoi est-ce que DriveEco s'est lancé dans le lancement de cette enquête, de ce sondage? Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui sont dites sur le véhicule électrique et qui sont beaucoup des cas particuliers ou des exemples. On n'arrivait pas vraiment à s'y retrouver. Je vais prendre un exemple. Cet été, comme j'imagine qu'on connaît tous des gens dans notre entourage qui vont nous citer des cas particuliers d'exemples malheureux avec le véhicule électrique. Cet été, j'étais en apéritif avec ma famille, mon père qui m'expliquait qu'il avait un ami qui avait une Tesla, qui n'était pas content, qui voulait la rendre, qui voulait repasser à un véhicule essence ou diesel. Alors déjà, moi je connais très peu de propriétaires de Tesla qui ne sont pas contents. Je lui ai même proposé de la racheter directement. Enfin, blague à part, en tant qu'acteur majeur du secteur, nous pensons qu'il faut avoir des faits et des chiffres pour vraiment comprendre les perceptions et la réalité des conducteurs des véhicules électriques. Et donc c'est pour ça qu'on a initié et commandé une étude avec Harris Interactive qui nous donne des faits précis, des chiffres précis. Et ce qui est intéressant quand il en sort, c'est que le véhicule électrique, il est plébiscité par les conducteurs. Ils aiment ça et ils sont très contents à plus de 95%. Donc ça fait partie des enseignements de cette enquête. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres dans cette enquête qui vous ont surpris? Alors il y a des chiffres très intéressants qui ont sorti. Alors le premier déjà qui est très intéressant, c'est que une personne sur 10 seulement parmi les conducteurs de véhicules électriques considère de peut-être repasser au véhicule à essence ou diesel. Donc c'est-à-dire, effectivement, il y en a. On parle souvent de ces cas particuliers, mais c'est seulement une personne sur 10. 9 personnes sur 10 sont satisfaites ou très satisfaites de leur véhicule électrique. Donc déjà, c'est un chiffre pour moi qui est parlant. Le deuxième qui est assez intéressant, c'est la notion de fierté des conducteurs de véhicules électriques. Aujourd'hui, quand on parle à un conducteur lambda, on a parlé à 3000 conducteurs de véhicules, il y en a à peu près 50% qui disent qu'ils sont fiers ou qu'ils sont contents d'avoir un véhicule. Quand on parle à un conducteur de véhicule électrique, on est à presque 3/4 des conducteurs qui sont contents, 72%. Donc c'est vraiment, il y a une notion de fierté pour ceux qui sont passés à l'électrique. Le troisième chiffre qui est assez frappant et marquant, c'est l'opposition entre les perceptions des non-initiés au véhicule électrique et la réalité de ceux qui sont initiés. Et je vais donner quelques exemples. On parle beaucoup de l'autonomie des batteries. Donc effectivement, un Français sur deux pense que l'autonomie des batteries n'est pas satisfaisante, n'est pas suffisante. Mais lorsqu'on parle à ceux qui ont un véhicule électrique, les chiffres qui nous sont remontés disent qu'en fait, 70% des conducteurs de véhicules électriques sont satisfaits de l'autonomie. Et encore plus intéressant, quand on parle aux professionnels, c'est 77% des professionnels qui sont satisfaits de l'autonomie de leur véhicule.
Un autre fait intéressant, c'est les bornes de recharge. On en parle souvent. Quelque chose qui remonte aussi beaucoup du marché, c'est un quart des Français pensent que la recharge, c'est compliqué. Mais quand on parle aux personnes qui ont des véhicules électriques, à 80%, ils disent que la recharge en borne accessible au public, c'est facile, ça marche bien. 85% même d'entre eux disent qu'ils peuvent se recharger à la maison. Donc c'est des choses qui sont intéressantes, si on voit la différence entre les deux. Précisément, là pour le coup, effectivement, vous, quelque part, vous décrivez un univers du véhicule électrique qui a l'air idéal, en tout cas pour ces personnes-là. Alors moi, je suis un peu pervers, c'est mon métier. C'est idéal pour ces personnes-là, et c'est presque le biais de l'enquête. C'est-à-dire que là, on a finalement des early adopters, des gens qui ont conçu tout de suite que ce mode de mobilité, il était fait pour eux, que leur univers et leur cas d'usage correspondaient. Et donc, du coup, il y a une forme d'auto-validation. Avant de se lancer dans l'électrique, ils ont vérifié que ça correspondait à leur cas d'usage. Et à la sortie, ils disent « oui, ça marche, je suis content ». Quelque part, c'est un peu le biais de l'enquête, non? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est un biais d'enquête ou pas? Alors déjà, il faut repartir des chiffres. Aujourd'hui, on a à peu près 5% des véhicules en France qui sont électriques. Donc, c'est quand même un nombre qui est assez significatif. On ne peut plus parler de biais quand on parle de chiffres aussi élevés. Avec le véhicule électrique, on est vraiment dans une conduite du changement. On a déjà une urgence sociétale avec les émissions de gaz à effet de serre. On voit aujourd'hui le changement climatique tous les jours. On voit des étés avec des sécheresses qui commencent en mai, juin. On voit des étés à 40 degrés, des hivers sans neige, des Noëls à 15 degrés. Donc il y a une urgence sociétale à passer. Il y a eu aussi la réglementation qui pousse à passer à l'électrique. Alors après, il y a effectivement ceux qui sont passés électriques rapidement. Est-ce qu'ils sont biaisés ou pas? Par rapport au nombre, ça ne nous paraît pas possible que ce soit complètement biaisé. Et encore, les chiffres qui nous remontent de ceux qui l'utilisent, ils sont satisfaits, ils disent que ça marche et les changements sont même favorables. Et on parle même aux professionnels qui sont passés. Moi, dans cette enquête, j'ai vu quelque chose qui disait quand même que le véhicule électrique, ça restait clivant, puisqu'on a deux masses fortes. On a 36% des répondants qui ont une très bonne image du véhicule électrique et on a 32% qui en ont une très mauvaise. Ça veut dire que c'est quand même très polarisé. Il y a donc vraiment un hiatus qui persiste entre les utilisateurs et les non-utilisateurs. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il faut travailler à faire plus de pédagogie? Nous, y compris nous, journalistes, est-ce qu'il faut qu'on soit plus explicatif sur les cas d'usage, sur ce qui va bien, sur ce qui ne va pas bien, sur ce à quoi ça correspond? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes dedans, vraiment, dans cet écosystème? Alors déjà, je vais faire un parallèle avec les Jeux Olympiques. Avant les Jeux Olympiques de Paris, tout le monde disait que ça allait être une catastrophe, qu'on ne savait pas faire, que Paris serait insupportable. Je ne vais pas revenir là-dessus. À la fin, ça a été un succès. Ça a été un franc succès et on en est fiers. Il y a même une vidéo sur YouTube assez intéressante, une interview télévisée de Tony Estanguet qui disait sur un plateau, on lui posait la question « Quelle a été pour vous la plus grande difficulté dans l'organisation ?» Et ce retour assez marquant, c'est la plus grande difficulté, c'était le discours négatif, ambiant, permanent autour des Jeux Olympiques. Et vous verrez, vous allez être fiers et ça va marcher. Si on prend le véhicule électrique, je pense que c'est un peu pareil. Effectivement, l'électrique, ça divise l'opinion publique. Il y a ceux qui ne connaissent pas qui s'inquiètent, et ceux qui connaissent qui disent que c'est génial. Cette mauvaise image, elle est portée partiellement par la non-connaissance, et là il faut qu'on fasse de la pédagogie, il faut qu'on partage justement les expériences réussies de ceux qu'on a, mais il faut aussi que tous les politiques, le secteur privé, les médias, on a un discours aligné, cohérent, qui disent la chose, qui accompagne le changement, et qui simplifie le discours et qui soit cohérent, qu'on ne revienne pas en arrière, qu'on ne soit pas toujours en train de semer le doute au milieu. On a certains grands médias, par exemple, qui font des articles ou des reportages négatifs, non fondés et biaisés. C'est dommage, ça apporte du doute, on n'a pas besoin de ça. Un autre point de l'étude qui m'a tout particulièrement intéressé, enfin un point vraiment central pour moi, c'est que 85% des utilisateurs de véhicules électriques qui ont répondu dans votre enquête, ils déclarent qu'ils disposent d'une borne de recharge à domicile. Et ça, pour moi, c'est quelque part un frein potentiel majeur au déploiement en population générale du véhicule électrique, puisque ça signifie on a un habitat individuel où on est dans une copropriété récente avec des possibilités d'installer de la borne. Donc là, on va revenir sur votre secteur d'activité. Comment on arrive à dépasser ce point de blocage, puisque non, tout le monde ne pourra pas avoir une borne chez lui. Or, c'est central dans l'adoption générale de la voiture électrique, c'est de pouvoir recharger le soir qu'on rentre chez soi. Alors c'est un très bon point que vous soulevez ici. Alors,
La recharge à domicile, effectivement, c'est une magnifique opportunité, c'est un allié majeur pour accompagner l'adoption de véhicules électriques. Parce que, effectivement, en théorie, chaque Français qui a un parking individuel peut se recharger à la maison et donc avoir l'équivalent d'une pompe à essence à la maison. Et ça permet de se recharger de façon flexible et pas chère. À la maison, ça veut dire qu'on va se recharger à 2 à 3 euros au 100 km. À comparer avec un véhicule à essence ou diesel qui fait du 6 ou 7 litres au 100, donc on est entre 8 et 12 euros au 100 km. Voilà, c'est vraiment incomparable. Malheureusement, tout le monde n'a pas de parking individuel, vous l'avez bien dit, et il y a aussi beaucoup de contraintes liées aux copropriétés, aux résidences, etc. etc. Mais en fait, c'est vrai que si on regarde aujourd'hui, tout le monde n'a pas non plus une pompe à essence à domicile. Donc en fait, il faut déjà avoir la recharge en dehors du domicile, donc sur le domaine public. Et c'est là où les acteurs privés et publics ont une responsabilité et sont critiques pour offrir un service de recharge simple et intuitif aux utilisateurs. Et c'est là où des acteurs comme nous, comme Driveco justement, on va aller accompagner les Français en proposant des bornes de recharge appropriées partout. C'est-à-dire à la maison, au bureau, au commerce, au magasin, chez le coiffeur, au spa, à la piscine, vraiment partout. L'avantage de l'électrique, c'est que n'importe quelle prise devient une pompe à essence. Et ça, c'est une flexibilité incroyable. On l'a bien dit, 80% des Français qui ont un véhicule électrique disent que la recharge sur le domaine public, c'est facile. Et c'est là où il faut que nous, on travaille là-dessus. Nous, Driveco, nos bornes, on monte à un taux de fiabilité qui est près de 99%. Il faut qu'on s'assure qu'on propose quelque chose qui marche et qui est simple. C'est quoi le paysage de la recharge en France? On en est où du maillage? Est-ce que finalement, on a atteint un niveau qui est satisfaisant par rapport au parc et aux perspectives de croissance du parc des voitures électriques? Ou est-ce qu'on est en retard, comme ça nous est arrivé de l'entendre? Alors, on peut se réjouir que le maillage de bornes de recharge en France, il s'est accéléré et il s'est amélioré. Pour donner des chiffres, fin 2023, il y avait 110 000 bornes de recharge accessibles au public en France. Fin août 2024, on était presque à 150 000, juste en dessous. Donc c'est croissance presque plus 40%, c'est énorme. Ça s'accélère vite. Mais vu qu'il va y avoir de plus en plus de véhicules électriques, il faut continuer dessus. Il faut continuer à rajouter des bornes. Et le gouvernement a donné un objectif, arriver à 400 000 bornes ouvertes au public sur la voie publique en 2030. Donc il y a encore du travail. Il y a encore du chemin pour nous, magnifique opportunité. Mais si on regarde aujourd'hui dans les chiffres, les Français nous disent, parmi ceux qui ont des véhicules électriques, 74% d'entre eux, donc 3/4 des Français, disent qu'en fait ils sont satisfaits de la localisation des bornes. Donc ils sont satisfaits du maillage. Il y a encore du travail, mais aujourd'hui les choses s'améliorent. Pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais ils sont satisfaits du maillage de la borne en voirie parce qu'à 85%, ils ont la possibilité de recharger chez eux. Non, la question était vraiment sur est-ce que vous êtes satisfait du maillage des bornes accessibles au public pour vos besoins journaliers quotidiens? Oui, mais 85% des répondants ont une borne chez eux. Donc oui, quand ils en ont besoin parce qu'ils sont en déplacement, ils sont contents d'en trouver une. Mais le sujet, il est quand même très très différent si on n'a pas de borne chez soi. Justement, on va en mettre plus. On est tous en train d'installer énormément. Je parlais tout à l'heure, on est en train d'équiper par exemple tous les Carrefour Market qui sont des magasins de proximité. On a énormément de confrères qui sont en train d'installer des bornes partout. Il faut qu'on puisse justement rassurer et fournir des services aux Français partout. On a aussi énormément de syndicats d'énergie qui font un excellent travail à proposer des bornes locales aux utilisateurs. La dynamique est en train de changer. Un des points de blocage sur la question des bornes, c'était la question du moyen de paiement. On en est où? Est-ce qu'on peut payer maintenant, ça y est, on peut payer avec des cartes de crédit partout ou pas? Ou est-ce qu'il faut encore être abonné à 22 réseaux? Comment ça se passe? Et comment ça va se passer dans les mois et les années qui vont venir? C'est une question clé. C'est une question clé. Alors, déjà, ce qu'on regarde, on l'a dit tout à l'heure, mais je vais répéter, 80% des utilisateurs de bornes de recharge accessibles au public disent que ça marche bien et que c'est facile d'utilisation. Donc c'est rassurant. Par contre, il y a quand même du travail à faire. Nous, Driveco, sur nos stations propriétaires, on cherche à offrir tous les types de moyens de paiement afin de simplifier la recharge. Carte bancaire, carte itinérance, application de recharge, toutes les possibilités pour que ce soit simple, Google Pay, Apple Pay, tout ce qui est possible. J'ai une anecdote assez intéressante. Cet été, j'avais croisé des Belges flamands, donc qui parlaient néerlandais, ils parlaient très peu français, qui étaient sur une borne locale près de mon lieu de vacances. Il n'y avait pas de moyen de paiement par carte bancaire sur la borne, donc ils ont essayé sur l'application. L'application était strictement en français, le service support au téléphone strictement en français, ils étaient perdus, mais encore mieux que ça, en Belgique, en France, les cartes bleues, c'est des Visa ou des Mastercard majoritairement. En Belgique, c'est ce qu'on appelle des ban contact, rien à voir. Donc ça ne marchait pas ni sur l'application ni au téléphone.
L'opérateur, c'est moi qui les ai aidés parce qu'ils ne parlaient pas français, je l'ai convaincu de leur donner quelques kilowattheures pour qu'ils puissent aller jusqu'à notre borne. On ne peut pas se permettre ça. Ça, par contre, c'est plus acceptable. Voilà. Mais ça va changer, a priori. Ça change très vite. Ça, c'est l'historique. Oui. L'historique, on va revenir dessus, mais tout ce qui est nouveau aujourd'hui est beaucoup plus ouvert. Il y a même la réglementation pour forcer de l'interopérabilité. Il y a même une nouvelle réglementation qui est passée récemment qui impose aussi sur les bornes de puissance rapide, ultra rapide, d'avoir la possibilité de payer par carte bancaire sur la borne. Et aussi, nous, on cherche aussi à rendre le tarif de recharge, le prix, transparent et accessible. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit visible sur la borne, sur l'application. On va même bientôt sur les nouvelles stations installer des totems de prix à l'entrée pour que ce soit clair et à distance. C'est important de clarifier le tarif et qu'il soit aussi transparent, que ce soit l'équivalent de l'essence, 1 € par litre. De votre point de vue à vous, là on a quand même parlé de l'utilisateur puisque c'était le sens de l'enquête et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, y compris pour nous à l'Autojournal. De votre point de vue à vous, c'est quoi les points de blocage pour la création de nouvelles bornes, pour le renforcement de la densité? C'est des problèmes de foncier, c'est des problèmes de raccordement au réseau, c'est des problèmes de rentabilité de la borne, parce que c'est un vrai sujet aussi. C'est quoi qu'est-ce qui empêche que ça aille plus vite? Qu'est-ce qui empêche qu'on ait plus de bornes bientôt? Alors, ce qui empêche que ça aille vite et qu'on ait plus de bornes, de mon point de vue, il y a 3 blocages, il y a 3 difficultés aujourd'hui majeures. Le premier, c'est d'un point de vue technique. C'est sur le réseau électrique, le raccordement. Lorsqu'on installe des bornes, on a soit la possibilité de s'installer sur un réseau existant, mais une maison, c'est à peu près 6 à 9 kW. Une borne rapide, ça peut être 10-20 kW. Vous êtes déjà plus élevé qu'une maison. Donc, se raccorder à un réseau existant, ça peut devenir compliqué. Donc, souvent, quand on va installer des bornes, surtout des bornes rapides ou très rapides qui permettent de se charger en quelques dizaines de minutes, comme le plein d'essence, il va falloir souvent ramener un nouveau réseau. Et donc, on va faire des demandes de raccordement. Ces demandes de raccordement, c'est installer un nouveau réseau, ça peut prendre du temps, ça peut être coûteux. Et surtout, il y a pas mal de difficultés aussi qui peuvent être administratives. Et ça vient donc au deuxième problème, c'est le point de vue administratif. Lorsqu'on installe des stations de recharge, on peut avoir besoin de plusieurs permis. Donc, parfois des permis de construire, mais parfois il faut aussi les permis de voirie ou les permis de copropriété pour installer la station. Parce que je reviens au raccordement, j'ai 2 exemples en tête. Un, c'est un supermarché sur lequel on souhaite installer une station. Monsieur le maire a fait refaire la chaussée l'année dernière juste devant. Il n'a pas envie qu'on vienne tout casser. Je le comprends. C'est humain. Je le comprends. Il a budgété depuis quelques années et dépensé des centaines de milliers d'euros. Il ne souhaite pas qu'on aille faire une tranchée pour tout casser. Mais nous, on a besoin de faire une station, donc on va attendre qu'il accepte. Un autre exemple, vous avez un supermarché qu'on veut équiper. Pour le raccorder, soit on fait une petite tranchée de 50 mètres via une copropriété, soit on fait tout le tour du pâté de maison de plusieurs centaines de mètres qui va aller impacter des milliers de véhicules par jour, des milliers de gens par jour. C'est ça le vrai sujet. Et le troisième sujet, c'est réglementaire. La réglementation, elle est là. Elle est là, elle pousse à l'électrification. Mais, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de discours discordants sur l'électrification. Par exemple, on a des décideurs politiques ou des décideurs de l'industrie ou des médias qui remettent en question les décisions politiques. Par exemple, la date de la fin de l'arrêt de vente de véhicules électriques ou essence, de véhicules essence ou diesel en 2035, il y a certaines personnes qui le remettent en question. Et on l'a vu dans notre étude. 3/4 des Français pensent que cette date va être repoussée. C'est dommage. Ça crée du doute, ça crée de la nervosité, ça fait que plus personne n'ose y aller. Il y a une incertitude là, c'est clair. Et cette incertitude-là, elle est bonne pour personne. Dans cet environnement-là, nous, de l'extérieur, on a un peu l'impression que l'écosystème de la recharge, c'est une jungle, qu'il va y avoir des morts, que ça va être une boucherie, parce qu'il y a quand même une myriade d'acteurs, on va dire petits ou moyens. Et donc, vous, Driveco, dans tout ça, dans cette jungle, c'est quoi vos recettes pour survivre et pour vous développer? Qu'est-ce que vous apportez de plus et de mieux que les autres qui, j'imagine, vous donne la confiance dans l'avenir de votre entreprise? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Mais Driveco, pour vous rappeler déjà, on est un acteur clé de l'électromobilité en France et en Europe. On souhaite le rester et on travaille tous les jours pour. Notre objectif, c'est de continuer à développer notre réseau et à offrir un service de recharge simple, fluide et optimal aux utilisateurs. Le marché va se structurer dans le futur. Il va se structurer autour de quelques gros acteurs, vous l'avez très bien dit. On est convaincu que notre approche, qui est notre engagement pour la transition, notre approche, la qualité du service qu'on propose, l'approche vraiment tournée utilisateur et simplification, elle va être clé et elle va nous permettre de rester un leader dans cet environnement. Louis-Nicolas Amédée-Madesme, merci beaucoup pour toutes ces explications et à bientôt avec l'Autojournal pour un nouveau numéro des décideurs de l'auto.